vous en arriviez là. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais que toute cette violence s'arrête. Marie Trintignant est depuis hier dans le coma. Une sexagénaire comparaît donc depuis ce matin aux assises de Loiret pour le meurtre de son époux. On est là. C'est nous les preuves. Un générique fort pour deux avocates brillantes. Et pour les accueillir, nous accueillons Karen Noblinski et Rachel Fleur-Pardo. Bonjour mesdames. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous ce matin. Et oui, une toute nouvelle chronique ce matin baptisée À huis clos. Une chronique sans tabou consacrée à l'actualité des violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce que ces violences disent de notre système judiciaire et de notre société? Et vous allez justement nous expliquer en quoi cette nouvelle chronique est nécessaire. Alors Rachel Fleur-Pardo, on va commencer par vous. Quel est le constat qui vous a poussé à la création de cette chronique? Merci Ilana, merci beaucoup de nous accueillir. En fait, les violences sexistes et sexuelles, elles ont ça de particulier qu'elles se développent le plus souvent à huis clos, loin des regards, dans l'intime. Depuis plusieurs années, après des années d'impunité, après des années de tabous, elles sont sorties de l'ombre et elles occupent aujourd'hui partout notre espace médiatique et intéressent tout le monde. Les hashtags double peine, balance ton porc, MeToo, les affaires Weinstein, Epstein, Duhamel, ces affaires ont résonné dans nos conversations. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, des milliers de victimes ont dénoncé les agressions qu'elles ont subies. Elles ont dénoncé non seulement l'ampleur de ces violences, mais aussi les difficultés qu'a notre système judiciaire à les appréhender. Elles ont pointé du doigt ses failles, ses lenteurs et ses décisions parfois incomprises. Alors ce flot de témoignages en fait a été révélateur évidemment d'un dysfonctionnement de notre système judiciaire, et avec Karen Noblinski, nous sommes avocates et nous sommes confrontés au quotidien à ces difficultés, à ces manques de moyens, à l'engorgement des tribunaux, aux jugements rendus parfois expéditivement à 23h et à la fatigue des magistrats. Alors en fait le constat est simple, si demain vous déposez plainte, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous allez peut-être pas être réentendu avant des mois. Ce sont des mois d'attente. Dans certains cas, vous vous verrez opposer un refus de plainte ou parfois un manque de considération de la part des enquêteurs ou une absence de suivi de l'enquête. Et si votre plainte elle est finalement classée sans suite, eh bien vous recevrez des mois après cette décision de classement une décision qui ne détaillera pas les raisons de cette décision, ses motifs. Et croyez-moi, vous en serez plus d'une fois désarçonné. Alors, comment faire confiance à la justice après tant de loupés? Et comment ne pas être tenté par cette justice immédiate qu'offrent les médias et qui ne nécessite d'autres preuves que la parole de la victime? Progressivement, naturellement, les victimes sont donc tournées vers eux, ont trouvé en eux l'écoute immédiate qu'elles attendaient. Et au huis clos, c'est ainsi substitué progressivement l'hypermédiatisation. Alors, je me tourne vers vous maintenant, Karen Noblinski. Expliquez-nous l'intérêt de cette chronique pour vous à un moment où, comme le disait Rachel Fleur, justement, nous parlons de ces affaires partout et tout le temps. Oui, Lana. Une chose est sûre, c'est que si la liberté d'expression et le droit à l'information sont des droits essentiels, ils doivent être conciliés avec les autres principes fondamentaux qui font notre état de droit. De plus en plus, remarquez-le, le secret de l'enquête et de l'instruction est bafoué. Trop souvent, les auditions, les déclarations des plaignants ou des mis en cause sont publiées en détail dans la presse. Alors cet usage des médias, il n'est pas sans dérive, car l'espace médiatique, par sa temporalité, ne permet ni de garantir l'exercice des droits de la défense, ni la sérénité des débats, qui sont pourtant nécessaires, notamment dans les cas où la notion de consentement est discutée. Alors oui, si la question de savoir si une personne était ou non d'accord paraît simple, en apporter la preuve est particulièrement difficile. Et les victimes le savent. Tant Karine Thuil et Yvan Attal dans Les choses humaines que Vanessa Springora dans Le consentement ont mis en exergue cette notion dernièrement. Souvent décryptées dans l'immédiat, dans les mois de façon sensationnelle et parfois à charge, ces infractions imposent pourtant une réflexion à froid sur ce que ces violences disent de notre justice et de notre société au sens large. Le nom est universel. Mais ces affaires interrogent les notions de sexualité, du rapport au corps, qui varient tant d'une famille à l'autre, d'une culture à l'autre, que d'une religion à l'autre. Et c'est là tout le sens de cette chronique. Tous les 15 jours, nous mettrons en lumière ces violences qui se perpétuent le plus souvent à huis clos et desquelles aucune communauté n'est épargnée, pour permettre à chacun d'avoir une meilleure connaissance de ses droits et de notre justice. Cette chronique, elle sera elle aussi un huis clos, entre vous, les auditeurs de Radio J, et nous. Alors, entrez, parlons sans filtre, sans langue de bois, de ces sujets longtemps tabous, souvent incompris, et pourtant devenus un élément central de cette décennie.
Merci beaucoup Karen Noblinski et Rachel Flore Pardo. Une toute nouvelle chronique donc à huis clos à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Je vous dis à dans 2 semaines sur Radio J. Merci Lana. Merci.